tu m'as dit rapide, donc... Non, toi, t'es carré. Dès que tu dis un truc, il va pas déborder d'une seule virgule. T'as un gars un peu connu sur internet qui parle avec un autre gars pour parler d'un truc, n'importe, tu vois. Ouais. Et donc on a fait ça pendant 2 ans, j'ai passé énormément d'appels, j'ai fait tous les pages jaunes que je pouvais, etc. Alors qu'ils achètent des sneakers à 120 €, tu vois. Bon bref, ils dépensent 10 € en pub et ils paniquent. Donc j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai fait une vidéo de 15 minutes pour expliquer pourquoi je faisais ça. Déjà, il y a plusieurs stratégies qui marchent sur Internet. Donc, si on essaie d'en suivre plusieurs, ça ne marchera pas. Donc, il faut déjà en prendre une et focus sur cette stratégie. Bienvenue dans cette interview extraordinaire, la première fois que je fais une interview en live. D'habitude, je le fais à distance avec une organisation et là, l'organisation, elle est folle. Vous voyez pas, il y a plein de caméras partout. Je sais même pas laquelle regarder. Tu parles à laquelle toi depuis tout à l'heure? Celle de... Là, je sais. Donc, super interview, je reste attentif. Donc, si tu fais les ménages, tu écoutes ça tranquillement. Occupe-toi de tes enfants et tu dis aux enfants d'aller se mettre dans la chambre et comme ça, tu vas bien écouter cette interview extraordinaire. Tu aimes bien les parcours extraordinaires, mais c'est pas que les réussites, c'est aussi les galères et comment chaque entrepreneur qui vient avec un interview de Rafiki Estra, comment il fait pour surmonter les épreuves, comment il fait pour aller au-delà quand le monde autour de toi, c'est un chaos, comment tu fais pour quand même avancer quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, je suis avec Rémi Jupil. Bonjour Rémi. Merci pour l'intro, grosse intro. c'est surtout des entrepreneurs qui nous écoutent du coup, c'est ça? Entrepreneurs en devenir, ok. des personnes qui sont... qui aiment cette liberté financière, qui aiment cette liberté géographique parce que voilà, on aime bien voyager et qui aiment aussi l'argent, se faire de l'argent pour créer la vie qu'ils veulent. Comme bien j'aime bien le dire, ici sur cette chaîne, on va utiliser ta vie de merde pour la rendre extraordinaire. Ok. Donc, est-ce que tu peux te présenter très rapidement, avant qu'on aille dans les détails et tout, ne t'inquiète pas, j'ai les questions qu'il faut pour que tu parles beaucoup. Donc, juste une petite présentation avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ton parcours. Alors, je suis expat à Maurice comme toi, du coup. Je fais du business en ligne, principalement vente de formation et j'ai une chaîne YouTube. Ok. Tu m'as dit rapide, donc... Non, toi, t'es carré. Dès que tu dis un truc, il va pas déborder d'une seule virgule. Donc, vous avez vu, on dépasse pas une virgule. Donc, prends ta virgule, assis-toi et on y va. Prends ta virgule, c'est... Ouais. Prends ton tasse de thé. Ok. Ok, alors, dis-moi, Rémi, explique-moi un peu ton enfance, ton parcours de 0 à tes 15 ans. Comment évolue, alors, de 0 à mes 15 ans. Ouais, voilà, j'aime bien de 0 à 15 ans, tu vois. Alors, juste 15 ans, t'es en quelle année d'études? Parce que c'est ce qui va me permettre de me situer. C'est quoi? C'est collège? Lycée? Ouais, je crois. Peut-être première année de lycée. Tu vois, début d'adolescence. Ça doit être second. Ouais, voilà. Ok. Donc, enfance, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mes parents font du marketing de réseau depuis presque toujours parce qu'en fait, mon père s'est lancé dans l'entrepreneuriat. À la base, il était très côté salarié, etc. Notamment à cause de mon grand-père qui, lui, est très comme ça. Et puis, ça a été le premier entrepreneur, on peut dire, de ma famille, ma mère aussi. Et puis, ils se sont lancés dans le marketing de réseau. Donc, en fait, ils ont développé ça quand j'avais peut-être... C'était en 90, je suis né en 97, j'ai 25 ans, je sais pas si tu le savais. Non, à chaque fois, les gens sont choqués quand je dis mon âge, mais bon, voilà. Ouais. Donc, je suis né en 97 et mon père s'est lancé en 97. Ah ouais. Donc le jour de ta naissance, il a dit ça. Non, peut-être pas le jour de ma naissance, l'année de ma naissance. Donc voilà, il s'est lancé et puis après du coup, leur truc a bien marché parce qu'en plus, c'était dans la période vraiment un peu marketing de réseau à fond, tu vois. Ok, c'était vraiment la vraie. Ouais, c'est la période, ok. C'est vraiment la vraie période parce qu'en fait, après, il y a eu des réformes qui sont arrivées pour, on va dire, cadrer le truc. Un peu comme on peut le voir aujourd'hui dans l'e-commerce, tu vois, il
il y a 5-6 ans, e-commerce c'était un peu à l'arrache, tu vois. Et de plus en plus, on voit des lois qui arrivent, qui régulent le truc, etc. Donc c'était le même principe à l'époque dans le marketing de réseau. C'était un peu le dropshipping de l'époque, si tu veux. Et donc voilà. Puis après, ils ont continué leur activité. Et quand... Donc là, non, tu m'as dit 15 ans, donc je ne vais pas dépasser. Non, pas d'une virgule. J'ai dit 0 à 15 ans. Ok. Comment toi, quand tu es enfant, tu vois tes parents partir, comment tu as vécu cet entrepreneuriat? Mes parents travaillent à la maison. Ah, c'est ok. Donc oui et non. En gros, ma mère, elle est généralement tout le temps là. Sauf quand ils bougent à deux. Ouais. Ils font énormément de réunions et ils bougent régulièrement dans la France parce que quand tu fais du marketing de réseau, tu dois souvent aller rencontrer les gars sur place, etc. Ton équipe et tout, tu vois. C'est ça. Ouais. Donc, et ils sont éparpillés partout en France. Et donc, ils bougeaient souvent. Les week-ends, ils étaient généralement jamais là. Donc, de vendredi à dimanche, tu vois, j'avais la maison pour moi, quoi. Donc on pouvait faire quelques soirées. Donc voilà. Quelques bêtises. Et donc sinon par contre, ils ont toujours pu m'emmener le matin à l'école et me récupérer le soir de l'école. Si ça peut donner une image un petit peu. Ok. Ils étaient dispo. Enfin, il n'y avait pas de problème, tu vois. Si par exemple j'ai un cours qui saute au lycée, je dois finir à 14 au lieu de 18, j'appelle ma mère, elle est dispo. Elle est là. Ok. Oui, donc c'est un avantage d'avoir une activité à la maison. Ouais. Où tu peux... Activité à la maison, t'as pas de patron, t'es libre, tu fais ce que tu veux, quoi. Ok. Ouais. Ok. Et comment tu grandis à l'école? Est-ce que t'es intelligent? Est-ce que t'es une tête ou un cancre? École, je suis... Comment t'es? On va dire que j'ai mes matières et il y en a d'autres où je suis pas très bon. Ouais. Mais par contre, non, je suis pas un cancre. Je respecte les règles de manière générale. Et je dirais que c'est un truc que j'aimerais moins faire de plus en plus. C'est-à-dire être un peu plus libre, tu vois. Okay. Mais par contre, c'est vrai que quand il y a des règles, j'ai toujours été comme ça, je les respecte et j'aime pas sortir des règles. Tu vois, ce qui est contre-intuitif pour un entrepreneur. Oui, après, tu as une évolution, mais à ce moment-là… Mais à ce moment-là, c'est comme ça. Mais même encore un peu aujourd'hui, tu vois. Ah ouais? Par exemple, tu vois, quand tu vas en soirée à Maurice, tu sais que… Enfin, je sais pas si tu le savais, mais à Maurice, c'est 0 l'alcool. 0, 0, 0. T'as pas le droit moi, je bois pas, donc je sais pas trop… Bon, tu bois pas, mais t'as peut-être des amis qui boivent, si tu vas boire un coup, tu vois. Ouais. Et si tu vas au resto ou quoi, il y a tout le temps quelqu'un qui boit un verre, etc. À Maurice, c'est 0, 0, tu vois. Enfin, si tu te fais contrôler, c'est 0. Mais pourtant, ils en vendent… mais… de manière juste privée, en fait. Ils veulent pas que ce soit public, je sais pas. Non, je pense qu'en fait, ils considèrent que les gens qui boivent de l'alcool au resto, il y a un SAM ou quoi que ce soit, tu vois. Qu'on appelle un bob d'ailleurs ici. Un pop? Un bob. Un bob. Ouais. Bon bref, et donc du coup, en fait, typiquement, généralement, quand je vais au resto ou quoi, si je dois conduire, je bois pas, tu vois. Alors que je pourrais prendre une bière, tu vois. Mais je bois pas. Ok. Donc ça, c'est un exemple. Et puis bon, à 15 ans, on reste dans les 15 ans. Ouais. Donc du coup, généralement, je respecte assez les règles. Je suis bon dans les matières dans lesquelles je suis bon. Dans les matières dans lesquelles je suis nul, je m'en fous et je m'y intéresse pas. Ok. Et tu as tout juste la moyenne, tu fais juste le taf ou je suis au-dessus. Non, quand même. Enfin, je suis pas dans les meilleurs, mais je suis pas dans les plus nuls. Je suis à 13, 14, tu vois. Ah, ok. Et du coup, t'as pas eu des difficultés en mode avec les amis, est-ce qu'on te met pas dans une case, tu vois, l'enfance avec des relations amis, comment ça se passe En fait, alors, j'ai eu plusieurs périodes. J'ai changé de mémoire 3 ou 4 fois de groupe d'amis complètement. C'est-à-dire je suis avec un groupe, et je quitte le groupe, j'en rejoins un autre, donc de A à Z. Mais j'ai jamais eu de problème pour m'intégrer. Ok. Et pourquoi ces changements le premier, c'était en primaire. Ouais. Mais j'ai toujours fait partie un petit peu des… Enfin, je veux pas dire les gens populaires ou quoi, tu vois. Mais bon, non, mais tu vois, j'ai toujours fait partie de ceux qui… Tu sais, quand il y a dans un bahut, généralement, tu as ceux qui font les soirées et ceux qui font jamais de soirée, tu vois. Oui. Tu sais, tu as l'endroit où être, entre guillemets. J'ai fait en sorte de toujours être à ces endroits-là. Ok. Et voire même être le gars qui crée un peu ces moments où on rassemble les gens. Ok. Mais donc, en gros… premier cercle d'amis primaire, ensuite deuxième cercle collège, ensuite troisième cercle lycée. Et pourquoi à chaque fois ça change? C'est parce que quand tu arrives en primaire, nous on est dans une petite ville, même dans les grandes villes, je pense que ça doit être ça. Il y a, tu es en primaire, il y a 2 écoles primaires, tu vois. Ensuite tu arrives au lycée, tu as peut-être 3-4, collège, 3-4 lycées, mais tout le monde se dispatche, tu vois. Du coup tu perds 80% de tes potes. Ensuite tu arrives au lycée, pareil.
Et donc, tu es obligé de changer, tu vois, de groupe d'amis. Est-ce que tu étais d'humeur un peu plus timide, réservée, ou quelqu'un qui parle, extraverti? En fait, je dirais un mélange des deux. Je dirais assez timide, mais je suis avenant. Je vais essayer d'aller... Tu m'as perdu là, je comprends pas. Timide, mais les avenant. deux, enfin... Ouais. Okay. Par exemple, je vais pas aimer prendre la parole en public devant tout le monde. Tu vois. En fait, je déteste avoir le regard sur moi. Mais là, tu as le regard sur toi. Non, j'ai des caméras sur moi. Ok. Non, c'est vrai. Tu vois, typiquement, imaginons tu es dans un truc d'entrepreneur, tu discutes avec un gars. Je sais pas si tu as déjà... QLRR, t'es déjà allé à QLRR non, ou pas? Encore, ça sera la première fois. Tu vas le vivre parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Ouais. Tu as un gars un peu connu sur Internet qui parle avec un autre gars pour parler d'un truc, n'importe. Tu vois. Ouais. Très rapidement, tu vas avoir 5, 10, 15 mecs qui se mettent autour en cercle pour écouter la conversation. Ça, j'aime pas, tu vois. Ah ouais. Ok. Voilà, tu vois. Donc, tu n'es pas trop timide, mais tu es capable quand même, si besoin, de parler en public. Ça ne te gêne pas. Ouais. C'est ça? Parler en public, je suis pas fan, mais j'aurais pas de problème à aller engager la conversation avec quelqu'un pour pas rester dans mon coin tout seul. Tu vois. Si je suis donc typiquement, à Maurice, pour rencontrer des entrepreneurs, j'ai dû aller à des événements. Mais quand tu es dans un événement où tu connais personne, tu es obligé d'aller voir les gens. Et c'est pareil au collège, lycée, etc. Quand je suis arrivé au lycée, j'étais dans une classe où je ne connaissais pas une seule personne. Parce qu'en fait, on était une trentaine, tous mes potes s'étaient barrés, et donc je connaissais absolument personne. Et encore plus chaud que tout le monde se connaissait presque. Tu vois. Ils avaient déjà leur groupe de potes, et moi je connaissais personne. Mais comment tu fais pour intégrer du coup Tu as des stratégies. Oui, parce que quand tu es jeune comme ça a fait un peu peur, tu vois. En gros, comment j'ai fait à cette époque-là? Donc là, on est juste après 15 ans, parce que si on remarque, on est à 15-16 ans. 15-16 ans, oui, je sais pas. 15-16 ans. Pardon. En fait, c'est simple. Après, il y a des règles, je pense, en fonction de là où tu es. Mais tu veux faire partie d'un groupe de potes au collège, si on prend cet exemple-là, il faut faire des soirées ou aller aux soirées. Donc, soit tu te fais inviter, soit tu en organises. Ok. Et donc, tu es obligé dans tous les cas, tu peux pas juste être pote ou le mec qui donne des tips en maths, tu vois, ça marche pas ça. Tu vois, si tu veux être le gars qui rejoint un groupe, une team, qui se voit en dehors des cours, etc., tu es obligé de créer un événement, un truc, une soirée, vous retrouver, etc. Et vu que j'avais tous les week-ends la maison, du coup, j'en ai profité pour essayer d'organiser des soirées et inviter de plus en plus de personnes, etc. Ok. En fait, il fallait que je trouve un moyen d'être au cœur du truc. Donc, la personne qui essaye de rassembler le plus possible les gens. Et puis après, en vrai, c'est le truc naturel de... je sais pas comment expliquer, mais tu vois, tu crées un truc, tu offres de la valeur gratuitement. Tu vois, on peut faire le parallèle avec le business. Et ça te revient en retour, tu vois. Ok. Et si j'ai bien entendu, tu disais que tu voulais être au cœur. Est-ce que dans ce groupe-là, il y avait un chef, tu vois, un leader, comme, je sais pas comment on l'appelait. Est-ce que tu voulais prendre sa place? Alors non, par contre non. Typiquement non. Mais je vois ce que tu veux dire parce qu'il y a des groupes un peu, moi j'appelle ça des groupes malsains un peu. Même si c'est des groupes de potes où il y a un mec, tu sais, il y a une sorte de concurrence. Il y a une concurrence entre les deux grosses têtes qui font des plus de soirées. C'est ça. Mais ça, c'est pas dans tous les groupes. Ok. C'est pas dans tous les groupes de potes. Il y a des gens qui n'ont pas cette mentalité-là. Et j'étais dans un groupe comme ça au collège. Ok. Et après, quand j'ai changé mon groupe de potes au lycée, ça n'a rien à voir. Ok. D'ailleurs, c'est là où tu te rends compte qu'il y a vraiment des profils de personnes qui te correspondent plus que d'autres. Et l'objectif pour moi, c'était pas à la base, c'était pas du tout d'être the mec dans le groupe, tu vois. D'ailleurs, il y en avait pas, tu vois, on est tous au même niveau, on est tous potes, etc. On se connaît depuis très longtemps maintenant. Mais à la base, c'était juste, je connais personne dans ma classe, il faut que je me fasse des potes parce que sinon, je vais passer les pires années de ma vie au lycée, tu vois. Donc, t'es obligé. Enfin, sinon, tu fais rien. Enfin, tu sors jamais, quoi, au lycée. Ouais. Après, voilà. Parce que toi, t'as grandi en France, c'est ça? J'ai cru voir dans une interview. T'es de Guinée, c'est ça? Ouais, Guinée. Guinée, c'est ça, ok. J'ai grandi en France. Et t'as grandi en France? Ouais. Et moi, j'aurais fait le contraire. Et moi, je suis ultra timide. Moi, tu as un groupe, tu dis, putain, je vais faire découper en morceaux si je parle, tu vois. Donc, j'y vais même pas. Tu sais, je reste sur mon côté. Jusqu'à que quelqu'un me repêche. Ouais, mais ça marche pas, justement. Enfin, c'est presque impossible.
Tu vois. En fait, si tu fais pas le premier pas, ça va être très difficile de. Ouais. C'est ça. Et le premier pas, moi, je le faisais au foot. Parce que j'ai fait beaucoup de foot. Et c'est là que, du coup, j'avais plus de facilité, en fait, là-bas. Mais à l'école, c'était différent. Ouais. Ok. Et du coup, je crois que tu vas commencer à passer. Tu as le bac, c'est quoi tes études après? Est-ce que tu arrives à valider des diplômes? Après, zéro études. J'ai après le brevet? J'ai le bac, brevet, bac. Et bac, ok. Le bac, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment. Donc, je passe le bac en 2015. Ah, t'es aussi jeune que ça? C'était la promo 2015. Ah ouais, 2015. 2015, j'ai créé ma première société. Voilà. Donc je passe le bac en 2015. Ok. Et il s'avère que le jour ou le week-end, je sais plus quand est-ce que c'était, où ils remettaient les diplômes, j'étais pas sur place. Je sais plus où j'étais, je devais être chez de la famille ou bref, j'étais pas là. Et du coup, j'y suis pas allé. J'ai pas récupéré mon diplôme et depuis, je suis jamais allé le chercher. Et tu l'as eu. Et tu l'as eu, mais t'as pas. Je l'ai eu, mais j'ai pas le papier officiel qui dit que j'ai le bac. Donc je sais pas si légalement ils sont obligés de le garder dans le lycée, tu vois, j'en sais rien. Mais j'ai le bac, mais que je peux pas prouver que je l'ai, tu vois. Ah ouais. Et comment tu fais si, je sais pas, au travail on t'a demandé? Alors justement, j'ai jamais. Enfin, c'est après où justement, je savais que j'en avais pas besoin parce que je voulais être entrepreneur. Et j'ai eu aussi la chance que donc mes parents qui étaient entrepreneurs depuis très longtemps. Mon père s'est dit je suis le plus jeune de ma famille, donc j'ai une grande sœur qui doit avoir à peu près ton âge d'ailleurs. Okay. J'ai un grand frère avec qui j'ai 2 ans d'écart et je suis le plus jeune. Et du coup, donc mon père voit que le dernier entre guillemets finit ses études, il se dit ça peut être pas mal qu'on fasse un projet ensemble. Mon frère travaillait déjà en tant que stage slash CDI etc. depuis 2-3 ans. Et du coup, il se dit, on va créer une boîte ensemble, mais de zéro. Donc, on repart, on part de zéro. Ton premier pas dans l'entrepreneuriat, c'est avec cette idée qu'a eu ton père? Ouais, c'est ça. Donc, avec la vision de mon père, avec toute la structure qu'il nous a apportée, on va dire aussi de l'expérience, etc. Et donc, on crée de zéro une boîte ensemble. Donc on ne va pas repartir dans le marketing de réseau, on ne va pas repartir d'un truc qui existe. On part de zéro, on était 4 donc, dans ce projet-là, ma mère, mon père, mon frère et moi. Et on se dit, vas-y, on va créer une boîte de zéro ensemble. Et donc j'ai commencé en réalité à travailler dans cette boîte avant même d'avoir le bac, puisque en gros on a démarré un petit peu avant ma fin d'année. Tu vois. Ok. Donc dès que j'ai eu le bac, en fait, j'ai jamais vécu le dernier été après le bac, tu vois. T'as le bac, normalement, t'es censé faire la fête, machin. Moi, j'ai bossé direct. T'as bossé direct. Et tu t'en foutais, tu dis non, je vais pas récupérer mon diplôme. Ouais. Ok. Et du coup, comment se passe cette première année entrepreneuriat avec la famille? Je dirais même les 2 premières années sont pas. Enfin, l'entreprise marche pas. Mais on s'entend bien, etc. C'était vraiment une époque cool, mais le business n'a pas fonctionné. Donc en fait, on a vraiment essayé de trouver des. En fait, on faisait 2 activités principales. 2 produits différents ou 2 offres? 2, on va dire, business différents même. Ah ouais. C'est assez particulier. Le premier, c'est de l'impression 3D. Oui, mais à l'époque, c'était à la mode. Ouais, si on veut. Mais après, c'était un business bien particulier dans l'impression 3D. Et l'autre, c'est encore plus particulier, c'est des imprimantes à ongles. Donc tu vois, en vrai, en gros, je sais pas si tu as peut-être déjà entendu parler, mais en gros, tu vas dans un institut, tu peux mettre ta main dans la machine et ça t'imprime ce qu'on appelle du nail art, donc de l'art. Ça t'imprime un dessin? Ça t'imprime un dessin, ouais. Et donc le nail art, ça coûte hyper cher normalement. Si tu vas dans un institut, tu payes une artiste, une nail artist du coup, qui te fait des motifs, des machins et tout. Ouais, à la main. Et là, tu appuies sur un bouton et ça t'imprime ce que tu veux. Ça peut t'imprimer la photo de ton enfant, par exemple. Si tu veux. Donc voilà, donc c'est particulier, mais voilà. Et donc en fait, on avait ces 2 activités. Et, avec l'expérience de mon père, du coup, c'était à l'ancienne, entre guillemets, trouver des clients, démarchage téléphonique, machin, taper aux portes, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, etc. Et donc on a fait ça pendant 2 ans, j'ai passé énormément d'appels, j'ai fait tous les pages jaunes que je pouvais, etc. Donc c'est là aussi où je suis vraiment sorti de ma zone de confort, parce que je faisais, je sais pas, peut-être 100 appels par jour, tu vois. Explique-nous ton premier appel. Parce que c'est la première fois que tu dis, page jaune, tu dois appeler des gens,
tu connais pas. Et c'est c'est au moins un truc, tu vois. Comment s'est passé ce première vague où tu dois faire ta première liste de contacts? Comment ça s'est passé? Bah déjà tu vas sur page jaune. Bon, aujourd'hui on peut plus le faire pour le coup, parce que t'as pas le droit, je crois, de mémoire. Enfin voilà, il y a des nouvelles lois qui font que tu peux plus le faire. Mais à l'époque ça posait pas trop de problème. Donc tu vas sur page jaune, t'imprimes ta fiche. Enfin tu prends le site et t'imprimes la liste. Et ça c'était ton père qui te disait de faire cette mission-là ou c'est toi qui? Bah on avait des briefings ensemble, tu vois. Voilà. Après en fait on savait que. Après, si tu veux, c'est des maths. Tu sais, ok, on veut tant de clients. Pour avoir tant de clients, on va essayer de passer tant d'appels et puis on verra ce que ça donne, etc. Donc, du coup, j'imprime les pages jaunes. Et donc, le premier appel, tu veux dire? Ouais, parce que moi, c'est stressant, tu vois. Tu dis, c'est. Mais bien sûr, oui, non, mais c'est clair. Surtout qu'à l'époque, tu sais, t'as limite un peu, tu stresses un peu quand tu téléphones au pizzaiolo pour commander ta pizza, tu vois. Ouais. Ah ouais? Bah ouais, parce que tu sais, genre, tu te dis, il y a un mec au téléphone qui va répondre, je le connais pas, machin, etc. Pas et tout, ouais. Et quand t'as, ouais, je sais pas, 17, 18 ans, des fois, ça peut faire stresser un peu. Là, c'est bon, je me rappelle, effectivement, même si c'est toi qui dois commander quelque chose, t'es un peu stressé. Ouais, tu vois, c'est toujours ce truc, bon, on commande des pizzas ou on réserve au restaurant, allez, vas-y, c'est toi qui appelles, tu vois, la flemme, tu vois. Donc, on connaît tous un peu ça, tu vois. Ok. Donc, mais là, c'est toi qui appelles, Et donc là, voilà, donc là, tu dois appeler un mec qui a rien demandé, qui est chez lui, qui fait, je sais pas ce qu'il peut faire, tu vois. Il est chez lui, il a rien demandé, etc. Tu dois l'appeler et essayer de créer un lien, machin, voilà. Un peu comme les mecs du CPF, ils font, tu vois. Ouais. Donc, c'est ultra chaud. Et t'étais pas trop timide, enfin. Et bah si, les premiers appels, de toute façon, il faut que tu t'attendes à te faire défoncer. Hein. Donc en fait, tu appelles, t'as ta feuille, tu trembles un peu, tu vois, t'es comme ça. Ouais. Après, t'as ton téléphone dans la main, tu tapes les numéros et tout, t'as la gorge un peu serrée, etc. Bien lourde. De quoi? La gorge bien lourde. Ouais, ça commence à être lourd. Et même le premier, là, t'as une grosse voix. Ah non, mais après clair. Le centième appel, ta voix elle est toute légère. Ouais. Non, mais c'est clair que c'était pas facile. Mais bon, après, au bout d'un moment, tu prends l'habitude et puis voilà quoi. Et comment t'as fait quand tu recevais les premiers noms, les raccrochés au nez, peut-être des insultes, tu vois? Peut-être au téléphone, il y a des gens. Hein. Ouais. Comment tu gères ces moments difficiles où tu as des noms et des gens peut-être qui t'insultent au téléphone? Enfin, je sais pas si tu as le cas. Bah, en fait, si tu veux, vu qu'on était à plusieurs, nous, des fois c'est difficile, tu vois, mais il y a souvent, c'était vraiment des moments où on rigolait, tu vois. Et en fait, je pense que c'est important des fois de dédramatiser sur des trucs futiles comme ça, tu vois. Je veux dire, il y a un mec qui t'insulte au téléphone, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois? Ça fait rien Et tu peux le prendre personnellement, tu vois. Bah, tu peux, mais c'est là où justement il faut se dire, en fait, c'est compliqué au début dans tous les cas, tu vois. Mais il faut vraiment se dire, on s'en fout en fait. Tu sais, si tu compares par exemple avec un problème de santé ou je ne sais quoi, ça c'est rien. Ouais, c'est rien. Ouais. C'est rien. Et puis nous, du coup, on en profitait pour vraiment dédramatiser en rigolant. En rigolant sur la situation. Ouais. Et puis forcément, tu as des moments hyper drôles, tu vois. Donc voilà. Et puis des moments où les mecs au téléphone, je sais pas, ils sont aux toilettes ou alors, tu sais, il y a vraiment des trucs vraiment insolites qui peuvent se passer quand tu appelles vraiment beaucoup de gens. Ouais. Et du coup, tu essayes de rigoler un petit peu de tout et puis voilà quoi. Donc dédramatiser et puis ouais. Ok. Là où c'est plus dur, par contre, c'est quand tu penses que le gars t'aurait pu aller au bout, prendre un rendez-vous, machin, etc. Et que là, t'as fait une erreur et voilà. Ah, t'as raté le deal, quoi. C'est ça. Tu vois, si le mec, si c'est un con, entre guillemets, et qu'il est juste insultant, etc., bon, voilà, tu vois, là, tu peux rien y faire. Ouais. Mais si vraiment, tu vois, le gars est intéressé, machin, et toi, t'as dit une connerie ou il t'a posé une question, t'as pas su répondre, etc., mais il semblait intéressé, là, c'est beaucoup plus difficile à pas prendre personnellement. Parce que c'est directement ta compétence qui est visée. Alors que si le mec fait que t'insulter, bon bah voilà. T'as rien commencé avec lui, donc. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu fais ta première vente, ton premier deal, est-ce que ça arrive dans les 2 ans ou vous avez... Ah oui, quand même. Okay. Non, quand même, on a eu pas mal de clients, surtout sur la partie. On va dire, ongles. Ouais. Nous, en fait, le business model était simple. On appelait tous les instituts de beauté en France par région. Donc, en fait, on faisait, par ville d'abord, ensuite on faisait département. Donc, je vais, par exemple, donc on a fait toute la France, intégralement. Donc, par exemple, on se dit, allez, on va aller à Marseille. Donc, on va prendre Marseille. On prend page jaune. Ah, juste la ville. C'est par ville ou par département? Par ville. Et puis, si on voit qu'on passe par une ville pour aller à Marseille, on en profite, tu vois, voilà. Donc, on se dit, en gros, on faisait un déplacement toutes les 2 semaines.
Donc, une semaine de call, une semaine de rendez-vous en gros. C'était à peu près l'idée. Okay. Donc, une semaine complète, la semaine commence, on prend Marseille cette semaine et on appelle tous les instituts de beauté à Marseille, on essaye de caler des rendez-vous pour la semaine d'après. Tu vois ? Donc, on les appelait tous. On essayait de les rappeler, etc. On essayait d'appeler d'autres instituts qui étaient sur la route, etc. Et du coup, la semaine d'après, on prenait la voiture, on allait sur place et on faisait des démos de la machine dans l'institut devant les clients. Devant les clients. Ah ouais, devant les clients. Ça, c'était un des trucs les plus durs aussi. Parce que tu es vraiment… tu es un peu à poil en fait. Tu sais, genre tu prends ta machine, c'est des machines comme ça. Hein. Vraiment, elle fait la taille de cette table, à peu près. Donc elle pèse lourde. Super lourde, elle est enfin c'est de l'alu mais c'est quand même lourd, tu vois. Tu arrives avec un sac énorme dans l'institut, il y a des clientes qui ont les mains dans les trucs là. Et du coup tu as 4-5 femmes qui te regardent toutes comme ça, tu sais, bizarre un peu. En plus elles sont censées, c'est censé être les clientes finales, tu vois. De cette machine. C'est ça, donc tu sais qu'elles vont être critiques à mort, tu vois. Donc du coup toi tu arrives avec ta machine, tu rentres dans l'institut, tu te poses. T'as le gars ou la fille qui est propriétaire de l'institut qui est un peu en mode, tu sais, elle sait que tu peux lui vendre la machine, tu vois. Donc elle est un peu en mode, tu vois, elle est sur la défensive en gros. Et puis voilà quoi. Puis après il faut faire ta démo, machin. Des fois il y a des bugs. Donc des fois ça nous est arrivé. Ta pire démonstration. Parce qu'en plus, en fait, le problème c'est que c'est une imprimante. Et donc une imprimante, ça se calibre. Tu vois. Ouais. Et vu qu'on prenait la voiture, le truc il bouge dedans, donc il fallait recalibrer machin et tout. Et des fois, tu vas dans un institut où c'est impossible d'avoir un truc net. Donc du coup, c'est le pire truc. Le pire truc qu'on a dû faire, je crois, c'était à la ville au nord là. Je crois que c'était Lille. Je crois que c'était à Lille ou Calais, je sais plus. Ouais. Lille de mémoire. On va dans un institut où là, il y avait peut-être… c'était une usine le truc, il y avait 10 femmes qui étaient là et tout. Le mec nous met sur un petit coin là à côté, il nous calcule à peine, tu vois. Et puis le truc marche pas. Ah ouais. Donc du coup, tu vois, en plus tu restes une heure, tu essaies de trouver qu'est-ce qui pourrait bugger, etc. Ouais. Voilà, quoi. Et il marche pas. Non. Et vous repartez comme ça. Ouais. Purée. Ah, c'est chaud. Donc voilà, après, voilà. Puis après, des fois aussi, on arrivait à vendre aussi, tu vois. Donc c'était cool quand tu arrives à vendre, tu as une victoire, etc. Tu es content. C'était des trucs à 4000 €, je crois. Ah ouais. Pas mal ça. Ok. Ouais. Et du coup, comment se passe après les 2 ans difficiles? Est-ce que… je pense que tu continues pas après, parce que vu que tu te lances après. Voilà. Je veux pas teaser. Hein. Ouais. Mais voilà, après, qu'est-ce qui se passe? En gros, après, on arrête en gros l'activité. Okay. Mes parents, de toute façon, ils avaient déjà leur activité principale qui fonctionnait très bien. Donc, c'était surtout un truc à côté. C'était surtout moi et mon frère qui bossions à fond dedans et ma mère aussi, qui petit à petit se retirait. Se retirait de toutes les activités pour partir à la retraite, entre guillemets. Okay. Donc, on décide plus ou moins d'arrêter cette activité. On prend la décision d'arrêter la 3D, enfin d'abord les imprimantes à ongles et après la 3D. Donc on arrête et puis mon frère fait ses trucs de son côté. Ok. Et moi, du coup, je me lance dans le e-commerce. Ok, donc ça c'est la transition où tu rentres dans le business en ligne. Ouais, c'est ça. Ok. Et comment ça s'est fait cette transition? En fait, à la base, c'est d'abord mon frère qui a entendu parler de ça, du e-commerce. Okay. On est peut-être, je sais même plus en quelle année, tu vois, ça doit être 2016. Non, c'était plus 2016. Donc, tu vois, c'était même avant même que peut-être l'entreprise s'arrête totalement. C'est un peu flou dans mon esprit. Oui. Donc, il découvre le e-commerce, il m'en parle, etc. Au début, je m'y intéresse pas trop. Après, j'essaie de comprendre, etc. Puis après, on commence à se lancer des projets dessus, à 2 d'abord au début. Et puis après, voilà, moi j'ai persévéré à fond, j'ai essayé de trouver un truc et puis voilà. Et tu n'avais pas peur de te lancer en ligne? Parce que là, tu sors du monde physique à un monde en ligne. Non. Avec tous les arnaques ou… C'est-à-dire toutes les arnaques? Quand je dis toutes les arnaques, c'est que quand il y a des nouvelles choses qui se mettent… tout le monde a peur, tu vois, de se faire arnaquer ou ça ne marche pas bien, tu vois, toutes les nouvelles choses. Parce que là, tu passes du monde physique, business physique, tu te déplaces. L'objet, il est là, tu vois, on peut le toucher. Ouais. Un truc en ligne, t'es pas sûr que le mec tu commandes. Ouais, mais après, t'avais pas peur de… Genre mon fournisseur, etc., tu veux dire? Ouais, voilà, tu vois, tu te lances dans un truc, tout est en ligne et
tu passes à un côté digital, tu peux pas toucher le truc, tu vois. Est-ce que tu as eu ce problème-là ou pas, ou non, très facilement tu t'es adapté Ouais. Mais après, moi aussi loin que je me souvienne, tu vois, j'ai toujours utilisé Internet. J'ai jamais vraiment eu ce. Je pense que c'est plus les vieux, j'ai envie de dire, qui pensent aux arnaques, etc. Même nous, on le voit aujourd'hui. Ceux qui ont le plus peur de se faire arnaquer, c'est ceux qui ont 60, 70 ans, etc. Ils sont flippés à mort. Ouais. Alors que non, nous, en vrai, notre génération, on n'a jamais eu, enfin très peu, tu vois, il y a très peu ce sentiment de se dire je vais me faire arnaquer, tu vois. Ouais, ok. Très peu. Ok. Donc non, pas du tout. Pour le coup, je me lance et puis puis voilà. Après, je fais ma première boutique et puis voilà. Ok, et tu te lances dans quoi? Dans e-commerce Amazon, dropshipping? Drop, ouais. Ok. Drop. Après, j'avais essayé d'autres trucs avant aussi sur Internet. Enfin, je simplifie parce que il y a une partie. Enfin, c'est moi qui m'occupais de la partie complètement digitale de l'entreprise familiale, puisque les voisins. Ok. Tu vois, c'est un peu comme toi. Ici, t'es dans un bureau, tu as des voisins là. Oui. Et ben nous, nos voisins, on avait un bureau un peu plus grand, mais tu vois, c'était le même principe. Nos voisins, c'était une agence de marketing digital. Donc, ils faisaient des sites. C'était leurs principaux produits, on va dire. Ok. C'était en 2015, 2016, tu vois, 2015, 2016. Les sites, enfin, une agence marketing, c'était site, tu vois. Oui, il n'y avait pas Facebook Ads, machin et tout. C'est site. Donc, le gars d'à côté, le webmaster, il m'apprend à faire des sites et je m'occupe de toute la partie digitale de la société. Ok, et donc après, tu avais déjà des compétences ouais, j'ai appris les compétences comme ça, comment on faisait un site, les bidouilles, etc., comment ça marchait, etc. Et puis après, du coup, quand j'ai fait ma propre boutique, en vrai, la boutique, je l'ai fait très rapidement. Il fallait juste après, je dirais plus, c'était un défi d'un point de vue marketing, publicité, etc. Okay. Mais la conception physique, c'était très simple. Ok. Et du coup, tu te lances dans l'e-commerce. C'est quoi les premières galères, les premiers apprentissages? Tu apprends tout, quoi. Au début, tu apprends absolument tout. Parce que du coup, tu connais rien, c'est un nouveau monde, etc. Après, les premières galères, j'ai envie de dire, c'est d'avoir fait tout ça, de te lancer et de voir que ça marche pas. Mais comme tout le monde, tu vois, surtout dans le e-commerce et surtout dans les personnes qui se lancent sur Internet, de plus en plus, il y a trop de gens qui abandonnent en fait au bout de la première boutique. Tu te lances. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, mais c'est même pire que ça. C'est moi, je l'ai vu énormément dans le e-commerce. Les personnes vont faire leur boutique. En fait, ils pensent que Internet, c'est comme un business physique. C'est-à-dire, si tu veux ouvrir une boutique de vêtements à Maurice, par exemple, demain, tu sais que tu loues le local, tu achètes du stock et tu ouvres. C'est tout, tu vois. Oui. En fait, tu as fait ton travail jusqu'au moment où tu ouvres. Après, tout ce qui te reste à faire, c'est accueillir les clients, machin, etc. Mais ton travail, c'était de faire en sorte que cette boutique ouvre un jour, tu vois. Voilà. Sur Internet, juste elle ouvre, tu vois. Okay. Juste elle ouvre. Il faut que tu fasses une boutique, une devanture, machin, ton stock, tu as fait ton taf. C'est-à-dire, ça, c'est l'entrepreneur, il a fait ce qu'il devait faire. Sur Internet, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que faire une boutique, etc., tu n'as fait même pas 50% du taf. Tu vois, c'est comme si tu ouvrais ta boutique, mais que il te restait encore 50% du travail à faire pour finaliser ton projet. Et sur Internet, c'est notamment faire des tests, commencer à faire des publicités, tester des produits, etc. dans le e-commerce en l'occurrence. Et donc, moi, je l'ai vu énormément de fois où les mecs, ils arrivent en se disant je fais une boutique et quand je vais créer mon compte Shopify, c'est bon, tu vois. J'ai fait mon truc Shopify, pourquoi ça vend pas, tu vois. J'ai fait ma boutique Shopify, c'est censé vendre, tu vois. Voilà. Et non, en fait, ça marche pas comme ça. Ah oui. Et donc, en gros, ils dépensaient 10 € en pub, tu vois. Alors qu'ils achètent des sneakers à 120 €, tu vois. Bon, bref, ils dépensent 10 € en pub et ils paniquent en se disant mince, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça marche pas. Et du coup, ils tournent en rond comme ça, voilà. Ok. Donc, toi, tu es passé par. Donc, je passais par ces étapes aussi, tu vois. Après, je pense tout le monde passe par là. Après, ce qui fait la différence, c'est que est-ce que tu passes au-delà de ça ou est-ce que tu restes bloqué à ce niveau-là? Tu sais, cette peur d'aller un peu plus loin, etc. Ouais, ça c'est intéressant parce que moi j'ai lu, parce que j'ai fait un peu de drop mais rapidement. Tu mets en ligne, t'as pas de vente. Et comment tu fais pour continuer et de ne pas arrêter? Parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent à cette étape-là, tu vois. Ils ont lancé, ils ont investi et tout. Ils ont lancé le premier truc. Et comment toi tu fais pour continuer quand même à avancer? En fait, si tu veux, pour moi, c'est une perception de budget. Par exemple, si tu ouvres, moi je prends souvent cet exemple-là. Si tu ouvres un restaurant, tu peux pas ouvrir un restaurant
et te dire au bout de 2 jours, putain, il n'y a personne qui est venu manger, je ferme. Tu vois, c'est pas possible. T'es obligé, tu t'es engagé sur au moins 3 ans. Je sais pas si tu ouvres un restaurant, j'ai pas ouvert de restaurant, mais je pense que, je sais pas, t'as probablement des crédits pour la plupart des gens qui ouvrent des restaurants, pour les murs, pour le mobilier, machin, etc. En fait, si tu veux, pour moi, c'est le même principe. Si tu te lances sur Internet, tu dois partir du principe que tu ouvres ton resto, donc tu t'es engagé pendant 3, 4, 5 ans dans ce business, tu vois. Ne faites pas du business en ligne, enfin je regarde la caméra, ne faites pas du business en ligne si c'est pour arrêter au bout de 2 mois, 3 mois, etc. Je le fais parce que j'ouvre un resto, tu vois. Donc voilà, je m'engage, etc. Et pourquoi je parle de perception de budget? Parce que quand tu as cette vision long terme, tu te dis, ok, moi, c'est ce que je recommande de faire d'ailleurs aux gens qui démarrent et qui vivent ce problème-là, c'est voilà mes entrées d'argent. Sur ces entrées d'argent, mettons pour simplifier, j'ai 1 000 € qui rentrent tous les mois. Je peux mettre 100 € dans mon business. Dans ton business. Voilà, soit je les dépense dans, j'en sais rien, n'importe quoi, soit je mets ces 100 € dans le business. Mais que ça vende, que ça marche, que je fasse des ventes ou quoi, je mets ces 100 balles. De toute façon, j'ai ouvert mon resto, je suis mouillé, tu vois. Mon resto est ouvert, je peux pas le fermer. Tu peux pas le faire, Donc, soit, tu vois, typiquement, tu as un resto, il n'y a personne qui vient bouffer alors que tu avais fait des stocks, bah, tu jettes tout, tu en rachètes. Parce que si cette fois-ci, il y a des gens qui viennent et que tu n'as pas acheté la bouffe, bah, tu ne peux pas les servir. Donc, tu es obligé de tout le temps alimenter encore et encore et encore. Même principe. Donc, tu as ouvert ton resto, tu es engagé, donc tu y vas. Et pour moi, la meilleure façon, c'est d'abord d'être bien éduqué financièrement pour avoir une bonne gestion de ses finances afin d'allouer ce budget-là tous les mois jusqu'à ce que ça marche. Donc, tu mets 100 € par exemple, hein, ça peut être moins, ça peut être 50, peu importe. Et tant que ça ne marche pas, de toute façon, c'est ton budget, donc tu le dépenses. Non, mais c'est vrai, parce que moi, j'avais pas cette notion de budget, tu vois, parce que maintenant, quand j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne, tu vois, avec le marketing qu'ils font, tiens, crée ton business avec 0 €, tu vois. C'est ce discours-là, on a entendu, et la réalité, c'est quoi la vraie réalité là? La vraie réalité, c'est que c'est vrai, mais ce que tu payes avec 0 €, c'est du temps. En fait, tu peux créer un business avec 0 €, mais tu vas payer de ton temps. De ton temps. Ou alors, tu peux mettre de l'argent et tu peux aller vite. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas cette patience. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent un truc à 0, mais vite. Mais vite, ouais. Ça n'existe pas. Alors que tu peux avoir un truc qui coûte 0, si tu es patient, tu peux le faire. Moi, je connais plein de gens dans mon entourage qui ont créé des business de zéro avec zéro, qui gagnent énormément d'argent, mais ils ont été patients. Et donc, la plupart des gens, en fait, ils n'ont pas cette patience. C'est très rare de trouver des gens patients. Oui, ils veulent tout avoir, en fait. Voilà, ils veulent… Préchauffer, c'est déjà prêt. C'est ça, ils veulent le truc rapide, qui coûte rien, qui machin, etc. Donc, moi, en fait, je ne recommande pas forcément de faire un truc de zéro parce que ça va être lent. Et parce que je sais, en fait, c'est ce que je recommanderais si l'humain n'était pas fait comme il est, tu vois. Mais le problème, c'est que si je dis aux gens sur Internet, démarrer de zéro, avec 0 et juste patienter 5 ans. Patiente 5 ans, tu vois. Pendant 5 ans, voilà, il n'y a personne, tu vois. Donc, en fait, tu es obligé de trouver des solutions pour permettre aux gens d'aller plus vite en faisant, par exemple, de la publicité et oui, en investissant, du coup. Ok. Donc, c'est… Ok, et du coup, comment tu arrives à avoir tes premiers résultats avec ce business e-commerce que tu mets toi-même tout seul? Là, tu es tout seul, ton frère est… Là, on a chacun nos trucs. Voilà, ok. Quand arrivent les premiers résultats intéressants, tu vois, pour moi, les premiers résultats intéressants, c'est que déjà, tu fais le SMIC, voire tu dépasses un peu. Tu vois, c'est la référence, tu vois. Ok. À quel moment, boum, tu arrives à faire un SMIC, mais pas un SMIC chiffre d'affaires. Dans son e-commerce, on aime bien mettre du chiffre d'affaires. Mais enlève la livraison, enlève toi. C'est clair que… Bah, en fait, j'ai eu la chance ma mère, elle s'est toujours occupée un petit peu de la partie compta avec mes parents et tout, donc elle m'a vraiment montré comment faire. Donc pour le coup, ça, j'ai toujours été très carré par rapport à ça. Vu que mes parents étaient entrepreneurs, je savais comment ça marchait, le système entre guillemets. Tu vois, tu fais du chiffre d'affaires, mais tu vas payer tes impôts à la fin de l'année. Donc du coup, si tu n'as pas anticipé, tu dois payer plus que ce qui te reste. Enfin bref, donc tout ça, moi je le savais. Donc j'étais très 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 organisé dès le départ au niveau de cette partie-là. Donc combien il me reste net vraiment, tu vois. Ton premier SMIC. Et alors voilà, et donc du coup, j'ai essayé plein de produits différents. Et après, en gros, en fait, si tu veux, je faisais 0, 0, 0, 0
Ensuite, j'ai fait un premier produit qui a peut-être fait 200 €, un truc comme ça. Okay. Et ensuite, tout de suite après, j'ai fait 50 000 en 4 mois, mais du chiffre d'affaires. Okay. Et sur les 50 000, il devait me rester peut-être 4 000 € net, tu vois. Net, ouais. Parce que quand tu enlèves la pub, les produits, les remboursements, la livraison, et voilà. Les impôts en France. Bah, moi, je me suis fait avoir sur la pub. J'avais lancé une boutique à l'époque où on vendait des mugs avec des motifs africains. Ouais. J'ai dit, c'est bon, ça vend et tout. Et tu vois la facture de Facebook. Ouais. Ah ouais, ok. Bon, on n'a rien gagné en fait. Ouais. Bah ouais. C'est parce que justement, si je connaissais les stratégies que je connais aujourd'hui, on gagnerait 3-4 fois plus, tu vois. Ouais. Avec le même chiffre, enfin avec le même budget, mais. Ah ouais, ok. Donc ouais, au bout de 4 mois, tu arrives à faire tu dépasses le SMIC quoi, en net. Ouais. Enfin, 3. Ok. Ouais. Mais inconsistance. Ça veut dire quoi? Je sais pas si je peux dire inconstant. Inconstance plutôt. Parce que quelque chose qui est consistant, c'est quelque chose qui est bien. Ok. Non mais voilà. Inconstance, vas-y. c'est pas régulier. Okay. Les résultats, ils font des. Tu vois, c'est en dents de scie. Donc en fait, pendant 4 mois, ça monte. Ouais. Et puis, en fait, j'atteins un stade où je suis bloqué. Enfin, je suis bloqué, j'arrive plus à aller au-delà. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un peu de budget, compréhension du business. En fait, c'est très difficile de savoir pourquoi un business stagne. Ça peut être le marché, ça peut être la source d'acquisition, ça peut être le mindset, ça peut être l'entrepreneur, ça peut être le produit, ça peut être plein de choses. Donc là, avec le recul, je pense que c'est plus une question d'état d'esprit. Parce que je pense vraiment que si je poussais encore, j'aurais pu faire beaucoup plus. Ok. Et à ce moment-là, je ne sais pas si tu avais commencé à acheter des formations. Est-ce qu'on parlait à peu près de mindset pour que tu puisses… Mindset, je l'avais de base. En gros, je l'avais parce que mon père m'a recommandé beaucoup de livres de lecture, etc. Donc je l'avais, on va dire. Ouais. Mais tu vois, quand tu me dis que tu étais limité, est-ce que tu as cherché ces solutions? Tu m'as dit avec le recul, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais quand tu stagnes? À ce moment-là, j'ai fait ce premier projet. Et très rapidement, je comprends que dans l'e-commerce, je ne vais pas pouvoir faire mon vrai business qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Il faut savoir qu'à la base, mon objectif, c'est la sécurité, entre guillemets. Donc, je veux me sécuriser. Sécurité financière. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que ça n'a pas de sens de gagner beaucoup d'argent pour ensuite repartir de zéro tout le temps. Tu vas créer une boutique, mais sauf qu'elle dure 4 mois. C'est très, surtout dans l'e-commerce, c'est très… tu lances un produit, ça dure quelques mois, puis après, ça s'arrête. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment éphémère, quoi. C'est très, c'est l'effet de mode. Ok. C'est beaucoup ça. Et donc, après, il y a d'autres stratégies, mais de toute façon, après, j'ai arrêté l'e-commerce. Mais en gros, c'est beaucoup d'effets de mode. Et moi, je me disais, mais comment je peux atteindre mon objectif qui est la sécurité financière, ne plus travailler à un moment donné si je le veux, alors que le business, je dois en lancer un nouveau tous les 4 mois, C'est pas possible. Tu vois, si demain, imaginons, tu as des enfants, etc., comment tu fais? Tu sais, genre, tu as un bon business, ça marche bien, etc. Et d'un coup, là, tu dois redémarrer. Tous les mois, c'est limite. Tu repars à zéro, quoi. Ouais. Donc, ça, moi, je l'ai très rapidement compris dans le e-commerce, dès le premier projet que j'ai fait, quand j'ai vu, en fait, ce cycle-là, qui était que, je le répète d'ailleurs souvent, c'est que plus la barrière à l'entrée est faible, plus le business, en fait, il aura… donc, plus il va être facile à lancer, mais plus il va être fragile. Ce qui est logique, tu vois. Ouais. Un business avec une barrière à l'entrée élevée sera beaucoup plus solide derrière. Donc, je fais ce business-là. Et très rapidement, très tôt, je me rends compte que c'est très fragile comme business. C'est l'opposé de l'immobilier, si tu veux, tu vois. Où vraiment, là, peu importe ce qui peut se passer, on aura toujours besoin d'un toit pour dormir, tu vois. Donc même s'il y a des nouvelles technologies, des machins, des trucs comme l'intelligence artificielle qui remplace beaucoup de métiers, tu vois, les copywriters, les machins et tout, ok, il y a peut-être les machines qui vont prendre le dessus, mais on aura toujours besoin d'un toit pour dormir, tu vois. Oui. Donc l'immobilier, c'est solide. Donc comment faire pour créer un business solide? C'est la question que je me suis posée juste après cette boutique-là, qui a fait 50 000 € de chiffre d'affaires. C'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube, en juillet 2018, en me disant… je sais que si je développe une audience autour de mon nom, de ma personne, ça va me suivre toute ma vie, tu vois. Parce que si les gens me suivent pour qui je suis et pas pour ce que je fais, peu importe ce que je vais créer, ça fonctionne. Moi, en réalité, l'idée, c'est
C'est que c'est moi le produit entre guillemets. Produit, Bon, c'est pas exactement ça, mais tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc du coup, je me dis, allez, je vais développer ça. J'y crois beaucoup plus dans ce côté long terme, tu vois, dans ce côté business qui va perdurer dans le temps, etc. Donc je développe ça. Et au début, pour parler de business en ligne, e-commerce, puisque c'est ce que je savais faire de par cette première boutique. L'expérience dessus. Et parce que je voulais à terme faire une formation dans l'e-commerce, mais je ne l'ai pas fait tout de suite, j'ai fait presque 1 an de vidéos YouTube avant de le faire. Et bien en fait, je me suis dit… 1 an chaque semaine, chaque jour, chaque 2 jour. jours. Ouais, chaque jour. Ah oui, chaque à l'époque, jour. c'était une par jour, c'était le premier défi que je me suis lancé. Okay. On peut en reparler après si tu veux. Mm. Et donc, 1 an de vidéos YouTube presque avant de mettre en place cette formation dans le e-commerce. Et je me suis dit, bon, si je veux faire une formation dans le e-commerce, il ne faut pas que ce soit un coup de chance. Ce que j'ai fait. Parce que j'avais fait une boutique qui avait marché, mais voilà, il fallait pas que ce soit un coup de chance. Il fallait que j'ai trouvé un truc que je puisse reproduire pour quelqu'un d'autre. Oui. Donc du coup, j'en ai refait une de boutique, puis une deuxième, puis une troisième, etc., etc. Et après, du coup, j'ai fait ma formation. Ok. Et c'est intéressant tout ça. Du coup, quelle boutique t'a permis de générer tes premiers 10 000 euros par mois? On est toujours en marge. Hein. En marge, ouais. Je vais pas donner les noms, etc. Non, oui. Parce qu'en plus, elle a été revendue, donc Ok. Mais ça faisait partie des boutiques que tu avais créées. Ouais, c'est ça. Ok. Ça. Donc 1 an après, tu réussis. Non, c'est même avant. Avant, ok. Tu vois, j'ai fini la première boutique qui s'est arrêtée. Tu vois, donc c'est frustrant parce que tu dis, ah ouais, putain, j'ai créé un branding, une marque, un SAV, des processus de SAV, machin, le produit a été là, les publicités, machin. Et tu sens que, tu vois, ça marche plus, donc t'arrêtes. Tu vois. Et là, je me dis, c'était un produit très à la mode, justement. Je me dis, est-ce que je peux pas vendre un truc qui est intemporel? C'est-à-dire, c'est un truc c'est un truc qui a toujours existé, qui se vend partout. À l'opposé du produit un peu winner, comme on l'appelait à l'époque, tu vois, ça s'appelait encore un peu comme ça. Je me suis dit, est-ce que je peux vendre un truc qui vraiment s'achète partout? Dans un supermarché, dans des boutiques souvenirs, vraiment partout. C'est ce que j'ai fait du coup. Et donc ça a été la première boutique qui m'a permis d'atteindre les 10 000 euros de marge nette en France. En France. Je précise. Ok. Et du coup, comment se fait cette transition où tu vas arrêter le e-commerce et comment se passe cette transition après? J'en ai marre de mes clients. En gros… Tes clients te saoulent? Mes clients me saoulent, ouais. Ah non, mais ça, de toute façon, je l'ai déjà dit sur YouTube, c'est pas un scoop. En gros, je fais des vidéos sur YouTube et tout. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a un fait qui est que ça sert à rien de changer son marché, tu vois. Si ton marché, il est comme ça, c'est compliqué. Oui. Tu vois, tout à l'heure, on parlait vite fait du CPF, tu vois. Oui. Tu sais que les clients CPF, c'est pas forcément les meilleurs. Ils sont pas très engagés. Donc, tu peux pas commencer à faire des vidéos YouTube, mindset pour les clients CPF en leur disant, bon, vous payez en CPF, mais par contre, machin et tout. Non, tu peux pas changer ton marché, c'est trop compliqué. Il est comme ça. Ton marché est comme ça et il faut l'accepter, tu vois. Donc du coup, moi, je m'en suis rendu compte qu'en fait, mon marché, les clients, les personnes que j'attirais me convenaient pas. J'étais entouré d'e-commerçants qui avaient tous une vision court terme, qui venaient tous juste pour faire du fric, rapidement, en 2 semaines, tu vois. Sinon, tu vois, de temps en temps, il y en a qui passent à travers les mailles du filet encore aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais c'était une tendance où tu étais vraiment court terme, quoi. Mais moi, non. Moi, je parle du marché du e-commerce. Mais il y a encore. Ah ouais? Ah, bien sûr. Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça. Ah ouais? C'est d'ailleurs pour ça que dans mon positionnement, je dis clairement, on n'accepte pas les e-commerçants. Mais en fait, c'est dommage parce que j'adore le business du e-commerce et on peut vraiment aider les e-commerçants. Mais le problème, c'est que mathématiquement, les e-commerçants à 95% ont un mindset pourri. Tu ne peux pas lutter contre ça. Ils ont tous un mindset de court terme. Il faut faire de l'argent tout de suite. Voilà, c'est ça. 2 semaines, on fait 1 million et… Ouais, non mais exactement. Et donc du coup, je me dis, ça va pas, tu vois. T'es pas connecté à ça, quoi. J'essaye de transmettre mes valeurs qui sont long terme, créer. C'est d'ailleurs comme ça, la première formation que j'ai créée, c'était à l'opposé de tout ce qui se faisait sur le marché. C'était créer une marque. Donc en gros, à l'époque, c'était, je sais plus, peut-être fin 2018, peut-être, ou peut-être début 2019 plutôt. Tout le monde disait dropshipping, machin. L'objectif, c'était 1 000 euros par jour, ce que tu veux. Et moi, j'arrive en disant, arrêtez de faire du drop. Vous devez créer une marque, tu vois.
brander le truc, faire des packaging, etc. Donc vision long terme, et derrière on pourra revendre cette marque, etc., etc. Donc j'apportais cette vision long terme, et je me suis rendu compte avec les clients derrière que j'allais à contre-courant. Donc tu vois, j'avançais, mais beaucoup plus difficilement que ce que j'aurais pu si j'allais dans le sens du marché. Oui. Donc du coup, je me suis dit, ça m'a saoulé, tu vois, j'ai plus envie de travailler avec eux et tout. Et donc après, grosse remise en question, j'ai pris la décision d'arrêter ça. Donc d'abord d'arrêter le e-commerce, ensuite j'ai fait l'annonce à mes clients que le programme allait s'arrêter dans X mois. Ok. Donc la formation, tu l'arrêtes aussi? La formation s'arrête, ouais. Parce que forcément, je m'étais engagé. Donc, tu vois, il y a des gens qui ont payé pour un accompagnement, c'était je crois 6 mois. Et donc, en fait, vu que j'ai pris la décision d'arrêter, il restait peut-être 3 mois, je crois, au dernier qui était rentré. Donc, j'ai dit, voilà, le dernier qui est rentré, c'était il y a 3 mois. Il avait 6 mois d'accompagnement. Donc, dans 3 mois, ça s'arrête. Voilà, donc j'ai fait l'annonce. Et puis, en parallèle, j'ai commencé à développer la partie funnel, où à l'époque, justement, en France, personne n'en parlait. Encore très peu aujourd'hui. Ouais. Et voilà. Et donc commencer à parler de sujets qui m'intéressaient beaucoup plus, voilà. Et du coup attirer des clients qui ont une vision différente, tu vois, qui veulent vraiment créer un business, etc. Mais du coup, c'était pas dur d'annoncer publiquement aux personnes que tu arrêtes, parce que tu leur as vendu, peut-être un objectif, une destination, tu vois. Et j'entends essayer de te mettre à ta place. C'est difficile, tu vois. Tu as vendu ça, et maintenant tu dis t'arrêtes. Tu peux te dire, ouais, ils vont pas te croire. Alors, je sais pas, tu vois. Premièrement, il y a une partie de ceux-là que j'ai amené vers la suite. Ok. Et puis, deuxièmement, personne ne t'en voudra en fait de faire un pas en arrière, en réalité. Tu vois, récemment, j'ai créé une communauté sur une sorte de forum. Je sais pas si tu en as entendu parler. Oui, j'ai vu. Ouais. Mais voilà, j'ai créé une communauté, etc. Et j'ai lancé le truc. Un forum, etc. Et une semaine après, j'ai dit bon, j'arrête. Genre, je ferme le truc. C'est bon, vous me saoulez. Et les gens, les gens ont adoré ça, tu vois. J'ai fait des sondages, etc. Ils ont surkiffé. Ça commence à créer du réseau, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, pour le coup, c'était pas les mêmes raisons. Là, c'était plus une raison de focus. Ok. Tu vois, j'ai ressenti que j'avais lancé ce truc-là, mais que je commençais à m'éparpiller. Tu vois, je faisais des trucs à gauche, à droite, machin et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête ça. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai fait une vidéo de, je crois, 15 minutes pour expliquer pourquoi je faisais ça. Expliquer que j'avais changé d'avis, que je me remets en question et que le groupe va fermer. Et en fait, au contraire, tu n'as que des messages d'encouragement. Parce que les gens, déjà, apprécient ta vulnérabilité. Ou que tu es fragile et que tu es humain, quoi. Tu peux te tromper. Et le fait que tu assumes t'être trompé, ils aiment encore plus, tu vois. Donc ça montre également cette transparence, etc. etc. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Bah peut-être, mais... Ouais, ok. Mais justement, il faut le faire, tu vois. Parce que c'est aussi ça qui crée un vrai... déjà, les gens vont éprouver beaucoup plus de respect, tu vois, par rapport à ça. Ils vont apprendre, etc. Et l'idée, moi, c'est ce que j'ai fait récemment avec le groupe, c'est de leur transmettre une leçon en même temps au passage, tu vois. En disant, bah, regardez, voilà un exemple très concret. J'ai transmis une leçon sur le fait de se remettre en question, etc. Et que parfois, la leçon que j'ai transmise, en gros, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'arrêter quelque chose qui marche que quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est parfois la meilleure décision à prendre. Okay. Et c'est la leçon que j'ai voulu transmettre en fait dans le truc. Parce que parfois, on est dans une sorte de… le terme que tout le monde connaît, tu vois, une prison dorée. Mais parfois, c'est le pire truc à faire, tu vois, d'être dans sa prison dorée, tu vois. Et arrêter quelque chose qui marche, c'est très difficile. Et pourtant, c'est parfois la meilleure chose à faire. Okay. Donc, c'est vraiment le truc que je voulais partager. Et du coup, tu vois, quand tu te remets en question, qu'en plus de ça, tu apportes vraiment les raisons, que tu leur permettes de monter aussi, de réfléchir, voilà quoi. Donc, ils comprennent et voilà. Oh, ok, intéressant. On est passé de SMIC, 10 000 et ce fameux million. Comment… C'est toujours marge ou c'est chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires pour… Ok. Comment tu fais ce million de chiffre d'affaires? Comment ça se passe? Parce que là, tu t'arrêtes le e-commerce, tu parles de tunnel de vente, c'est ça? Ouais. De tunnel, acquisition avec la pub. Ouais. Comment se passe
cette ascension? Déjà, j'avais déjà fait pas mal d'argent avec les tunnels de vente avant dans la partie formation. Ok, tu avais déjà appliqué formation ça? e-commerce. Ok. Le premier tunnel, j'ai envie de dire, qui a fait exploser la partie formation e-commerce, c'était un petit produit à 7 euros où je mettais 2000 € par jour dessus en pub. Ah ouais. Parce que ça se vendait. Ça faisait, c'était une pompe à fric, tu vois le truc, parce que j'ai trouvé un problème que j'ai résolu et au bon moment, etc. Au bon moment. Et tout le monde le voulait. Et tout le monde le voulait. Tout le monde le voulait. Donc j'avais un panier moyen à 25 €. Ok. Et je payais 9 € pour faire une vente, tu vois. Et donc moi, tant que ça marchait, je montais les... Tant que ça faisait des petits, voilà, tu vois, c'est ça. On envoie. Donc du coup, j'ai fait ça jusqu'à presque cramer le truc, tu vois. Je savais de toute façon, donc voilà. Après, ça m'a permis de me créer pas mal d'audience aussi à cette époque, commencer à monter la chaîne YouTube, etc. Et puis, donc voilà. Puis après, je suis passé sur les tunnels de vente, enfin sur la formation tunnel de vente. D'abord avec un petit produit qui s'appelle GetLead que j'ai arrêté maintenant. Oui. Et après, d'abord un premier lancement avec Funnels Club, donc le programme que j'ai mis en place maintenant. Un lancement où je ne sais plus combien on avait fait, mais on avait fait plusieurs. C'était à quelle époque ça? Là, c'était à quelle époque? Je crois 2021 peut-être, ça doit être ça. Juste après le Covid? Non, le Covid, 2020. C'était juste après le Covid, ouais. Okay. Parce que je crois. Après ou avant? Non, après. Parce qu'en fait, de mémoire, il y avait avant le Covid, j'allais encore dans les bureaux de la société familiale. Okay. On avait des bureaux et donc j'allais là-bas bosser. Il y a eu le Covid et il y a eu un avant, après le Covid en fait. Donc il y a eu le Covid et après le Covid en fait, je suis plus jamais retourné au bureau. Après, je suis resté. À partir de là, en fait, ça a fait une coupure. J'ai travaillé chez moi pendant 2 mois, je crois, c'était 1 mois et demi le confinement. J'ai travaillé à la maison pendant 1 mois et demi. Et du coup, j'ai pris ce rythme-là et depuis, j'ai plus jamais travaillé dans un bureau. Enfin, dans un bureau, mais chez moi. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai ce truc mémotechnique dans la tête où en fait, cette première version de la formation que j'ai créée sur les tunnels de vente, je m'étais acheté une trottinette électrique pour aller au bureau avec et faire cette formation en live au début, dans le bureau. Mais j'allais juste pour faire la formation. Donc, je prenais ma trottinette, j'allais dans le bureau, je faisais la formation et je repartais. Ok. Et ça a duré peut-être 1 mois où j'ai créé la formation avec les bêta-testeurs. En fait, j'ai vendu la formation avant de la faire. Oui. Et une fois que j'avais vendu à des bêta-testeurs, du coup, j'ai fait la formation devant eux sur Zoom en live. Oui, tu as commencé par ça. Tu n'as pas directement la version de la formation que tu as aujourd'hui. Elle n'était pas comme ça au début. Non, ouais. C'était en live. Tu fournissais la formation. Alors, j'ai fait une fois ça. Okay. Une seule fois, c'est pour les bêta-testeurs, vraiment. Okay. En fait, si tu veux, je suis arrivé sur ce marché des tunnels parce que je savais pas si ça allait prendre. Parce qu'on était dans personne parlait de tunnels de vente. C'était peut-être 2020-2021. Oui. C'est vraiment très 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 niché et en tout cas, personne n'était vraiment sorti du lot. Personne n'en parlait. Oui. Et donc, moi, j'arrive et je me dis, bon, je veux prendre ce créneau-là. Personne n'en parle. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que ça va prendre? Parce que si personne n'en parle, peut-être qu'il y a un truc bizarre, tu vois. Ouais. C'est peut-être que ça marche pas, etc. Donc, je me dis, j'ai mon audience que je me suis fait avec le e-commerce à la base. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur en parler, parce que eux, ils sont dans le business en ligne. Pas dans les tunnels, mais dans le business en ligne. Je vais leur expliquer vite fait le truc, etc. Je vais lancer les ventes en bêta, et on verra si ça prend. Ok. Et donc, du coup, on a fait les ventes, ça a super bien marché. On a fait le premier lancement avec les bêta-testeurs. Et puis ensuite, j'ai enregistré la formation devant eux. Et les replays de ces enregistrements sont devenus la formation finale V1. Maintenant, on est à la V2. Oui. Donc V1 de la formation. On a vendu après pendant environ 1 an peut-être, comme ça. Et après, je l'ai totalement refaite au bout d'1 an. Ok. Et ça prend combien de temps pour refaire une formation? Là, on a pris peut-être 3 semaines de tournage. 9h à 17h. Ouais. En fait, c'était 3-4 heures le matin, 3-4 heures l'après-midi, c'était à peu près ça. Sans parler de la préparation. Oui, en plus. Ce que tu as vu, il y a les fiches, etc. Mais juste le tournage. Après, il y a un peu de montage, mais le montage est très simple. Tu vois, tu coupes le début, la fin, c'est une one shot. Mais okay. Ouais. Ok. Donc, tu te lances dessus, et c'est avec ça que tu fais tes. Oui, parce que moi, les gens, ils me regardent, ils veulent savoir le premier million. Donc,
fin d'année 2021, c'est ça? Ouais. Fin d'année 2021. C'est à ce moment-là que tu réussis à faire ça? Ouais, bah c'est là où j'ai eu le trophée, tu sais. Oui. Puis voilà, ouais. Ok. Et comment tu t'es senti? Ben, rien de spécial. Non, mais tu vois, c'est vrai. Ok, j'ai fait la vidéo. Rien de. Parce que tu l'as fait aussi, vous l'avez fait aussi, non, dans ta Moi, c'est plusieurs années. Ouais. Moi, j'ai cumulé, j'ai fait 500 000, 500 000. Ouais. Tu vois. Mais j'ai pas fait encore 1 million, 1 an, tu vois. Bien. Ouais. En vrai, non, je trouve que c'est pas. Moi, j'ai kiffé. Les 500 000, quand j'ai atteint, je sors de fin fond du village, tu vois. C'était à Nantes à ce moment-là. Galère, j'avais des dettes, galère, tu vois. Oui, j'ai vu un truc de toi, de SDF à. Ouais, SDF. Mais ça, c'est dans mon enfance. Donc, on changeait de maison en maison. C'était pas des belles maisons, c'était des maisons avec pourriture, bref. Et quand la première fois où mon partenaire m'a envoyé mes premiers 30 000 euros, je pensais que c'était faux. Je pensais que le portable, il était faux aussi. C'est un truc de malade. Et tu dis 500 000. En fait, 500 000, c'était moins choquant, mais quand même très marquant. Parce que là, tu fais le compte avec le comptable. Tu dis, voilà, ouais, on a fait tout ça. Mais quand je faisais des formations, j'avais pas l'impression. Bah, c'est ça en fait. C'est que le truc, c'est que je pense que ça doit faire un vrai effet si tu. Comment dire? Si en fait tu le fais rapidement. Tu vois, genre tu joues au loto, tu gagnes 1 million du jour au lendemain. Ok. Ouais. C'est très rapide, tu vois. Mais en fait, le processus est tellement lent parce que ça date d'il y a des années encore en avant, parce qu'on parle de 2021. Mais du coup, si on regarde bien, j'ai démarré avant d'avoir le bac en 2015, donc 6 ans, tu vois. Donc en vrai, c'est ok, c'est on va dire le truc, mais en 6 ans, tu vois, t'as le temps de faire des ajustements, d'atteindre d'abord 10 000 euros par mois, puis 20 000, puis 30 000, puis 50 000, etc. Donc ça, c'est très progressif en fait. C'est pas tu te réveilles un jour et hop, tu vois. Ouais, donc non, tu vois, le truc, tu le vois arriver de loin, donc il n'y a pas de. Et en fait, vu que ça arrive de loin, t'as le temps de t'habituer. Oui. Et le truc qui te semblait énorme devient normal. Puis ouais, il devient normal. Ouais. Moi, c'est la tête de mon comptable quand il a vu les chiffres. Ah ouais? Bah oui, parce que on était une jeune société et moi j'avais. Je explique quand j'ai l'interview, j'avais peur, tu vois, quand je parlais de premier appel, il fallait que je me mette en partenariat avec un autre organisme de formation. Moi j'étais petit, j'avais rien, aucune expérience, rien du tout. Ouais. Et du coup, il m'a accepté, on a fait le partenariat, je devais récupérer 40% du chiffre d'affaires. Il m'a dit, même 40% du chiffre d'affaires, j'ai réussi à faire 500 000 euros. Bref. C'est toujours, quand tu vis galère, c'est que ta famille compte sur toi. T'es le premier fils de la famille. C'est nous, les Africains, c'est très fort tout ça. Tout le monde, t'as l'impression que tout le monde s'accroche à toi, tu vois. Ok. Tout le monde s'accroche à toi, tu vois. Et je sais que les premiers fils ou les premiers enfants, ils ont ce fardeau énorme en fait, tu vois. Ok. Et moi, grâce à ça, j'ai fait un cadeau à ma mère. Je dis même pas, les gens ils savent pas. Et quand j'ai vu, je me suis dit, putain, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est très difficile. C'était peut-être un moteur aussi, ce truc-là. Ouais. Et c'est bizarre, c'était un moteur. En fait, le moteur pour aller 500K, c'était ma mère donner vraiment du bien avec ma famille. Mais pour là au-dessus, c'est plus le même. Ouais. Mais c'est peut-être les enfants maintenant, non? Vu que t'es père. Toi aussi, bientôt. Hein. Non, moi, c'est pas pour tout de suite. Hein. J'aurais fait des triplés, moi. Des triplés, non, t'inquiète. Nous, quand tu viens chez nous, on double tout ce que tu touches. J'ai 2 enfants, 2 jumeaux, donc toutes les personnes. 2 fois 2. 2 fois 2. 2 fois 2. Donc dès que tu traînes avec moi, sûrement tu vas terminer par 2. D'un coup. Mais c'est bien parce qu'un accouchement, 2 enfants, c'est optimisé. Ah voilà, c'est clair que. L'optimisation, elle est parfaite, tu vois. Donc, ok, donc ça te fait rien, normal, parce que t'as pas l'impression de les faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Tu fais tes premiers millions de chiffre d'affaires. Après, les objectifs changent. Après, c'est plus. Nous, c'était plus du coup l'expatriation. L'expatriation a fait beaucoup plus. Ouais, parce que on était toujours dans la ville. En fait, depuis le début, je bossais
sans jamais vraiment me faire plaisir, tu vois. J'avais toujours ma voiture quand j'étais étudiant, tu vois, enfin étudiant entre guillemets, quand j'avais mon bac, ma première voiture, donc voiture tu sais avec le A à l'arrière machin, donc j'avais toujours la même. J'étais dans un petit appart de 79 mètres carrés, tu vois, dans notre petite ville où on a grandi, tu vois. Donc tu vois, en vrai il n'y avait rien qui avait changé. Et du coup, après, il était temps maintenant de quitter et de passer au niveau supérieur dans le sens essayer de passer le pas, s'expatrier et de commencer à être entouré d'entrepreneurs à peu près du même niveau, tu vois, pour aller plus loin, etc. Okay. Donc ça a été l'autre challenge après qui a pris du temps parce que on ne savait pas vraiment où aller au début. Donc on a fait la Thaïlande, ensuite on a fait Dubaï, ensuite on a fait Maurice, du coup en dernier. Ça nous a pris à peu près 1 an parce qu'au milieu on avait des tournages, on est allé dans d'autres endroits aussi au milieu, etc. Mais là c'était vraiment, à chaque fois on allait à peu près 1 mois pour y vivre, enfin comme si on pouvait y vivre en fait. Donc on n'allait pas dans les hôtels ou quoi, c'était vraiment si je devais m'installer, comment c'est. Et donc du coup on a fait tout ça, puis après on est arrivé à Maurice, on a convenu que Maurice c'était bien. Pour tout un tas de critères. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Entre les 3 pays, c'était... sur quel critère tu t'es basé, qui a fait pencher la balance, tu t'es dit Maurice? Il y avait donc Thaïlande, Dubaï et Maurice. Moi perso, j'avais une préférence pour Maurice de base. De base, avant de base, ouais, j'avais une préférence pour Maurice. Ouais, parce que j'avais été inspiré par des entrepreneurs, notamment Cédric Anissette, etc. Et donc forcément, Maurice, moi, ça m'avait toujours un peu fait rêver. Donc j'avais une préférence pour ça de base. Le seul point noir, moi je dirais à Maurice, c'est que ça parle français, et donc du coup, j'aurais aimé plus pratiquer l'anglais. Moi aussi. Mais voilà. Mais bon, sinon, la Thaïlande, le point noir, c'était le visa, parce que c'est 5 ans et ça coûte 15 000 € par personne, donc voilà, pour 5 ans. Le décalage horaire aussi, c'est 6 heures en hiver, 5 heures en été, donc là c'est compliqué pour le business, la Thaïlande. Dubaï, c'est pas mal. Mais après, je pense, enfin moi, je préfère, je pense, aller plus 2-3 mois à Dubaï dans l'année, plutôt qu'y vivre, tu vois. Et du coup, après, de toute façon, on n'avait pas fait de choix. On est allé à Maurice après, quand tu as vu tous les trucs et tu compares, tu vois. Et on s'est dit, Maurice, c'est pas mal, tu vois, tu as un vol direct vers la France, le décalage horaire, il est très faible. Tu as 2 heures, max 3 heures, 2 heures en ce moment. Le climat il est cool, même si on n'a pas encore vécu l'hiver à Maurice, mais moi j'ai hâte parce qu'il fera meilleur, je pense. Ah oui, t'inquiète. Donc c'est très bien l'hiver. Donc voilà, et puis du coup même facilité, tu vois, pour les visas, facilité pour les Français de s'installer. Enfin, je veux dire, la paperasse elle est pas en taille, tu vois, c'est au moins un alphabet qu'on connaît. Donc enfin, tu vois, tout un tas de trucs qui font que voilà. Parce que même à Dubaï, après je pense que ça doit être en anglais à Dubaï, ça doit pas être... anglais ou arabe. Ouais, même les trucs officiels, des fois c'est en arabe. Oui, ils sont 2 pages. Ok, d'accord, ok. Ouais, mais c'est quand même toujours traduit... Oui, traduit en anglais. Alors qu'en Thaïlande, ça peut être du thaïlandais, tu vois. Genre, et c'est quand même un peu comme le chinois, je sais pas si t'as déjà vu le thaï, mais c'est des hiéroglyphes, tu vois, c'est des... Ah ouais. Donc voilà, bon bref, du coup après on a choisi Maurice, et puis voilà quoi. Donc on a choisi Maurice, puis après il a fallu faire toutes les démarches, les machins. Ok. Du coup, question pour les personnes qui sont... Quel conseil tu peux donner à une personne qui démarre, qui veut créer son business en ligne, tu vois, 3 gros points, 4, enfin, comme tu veux, et quelqu'un qui est déjà lancé, mais il n'a pas encore les résultats qu'il veut. Tu as 2 types de personnes. Donc, d'abord, la personne qui veut se lancer, c'est quoi tes 2-3 conseils primordiaux, moi, français, aussi j'ai du mal. En tout cas, pour cette personne. Ok. Alors déjà, il y a plusieurs stratégies qui marchent sur Internet. Donc, si on essaie d'en suivre plusieurs, ça ne marchera pas. Donc, il faut déjà en prendre une et focus sur cette stratégie. Parce que tu vois, tu peux réussir sur YouTube, tu peux réussir en vendant des formations, tu peux réussir dans l'e-commerce, sur Amazon, etc. Si tu essaies de tout faire, ça ne marchera pas. Et même si tu essaies de tout faire par période, c'est-à-dire 3 mois ça, 3 mois ça, 3 mois ça, ça ne marchera pas non plus. Donc c'est focus pendant 3 ans, comme je disais tout à l'heure. Non mais en fait c'est minimum, ça sera probablement plus rapide, mais dans ta tête, tu ouvres un resto, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc focus, tu choisis ton truc, tu choisis ton camp et tu y vas à fond. Ça, vu que tu as choisi ton camp, trouver une personne de qui tu peux t'inspirer et qui a des résultats. C'est-à-dire, c'est un domaine qui fonctionne,
qui a eu des résultats dans ce domaine-là. Parce que s'il a réussi, si je peux éventuellement reproduire ce qu'il a fait, ça peut fonctionner. Pour moi, c'est appliquer un plan qui a déjà fait ses preuves pendant longtemps, et c'est tout. Okay. Mais par contre, être patient. Donc il faudra dans tous les cas être patient et ne pas avoir un mindset cassé, savoir qu'il va falloir investir, c'est un business, voilà. Et c'est difficile ce que tu dis. Tu dis 3 ans, tu m'as dit 3 ans, tu es focus, tu essaies de rester focus pour le milieu d'Internet, mais comment tu peux fermer les yeux sur d'autres opportunités, tu vois. Bon, en ce moment, tu as l'IA qui vient, qui te fait des appels de phare, fais un peu voir, tu vois. Mais comment tu fais pour rester quand même focus plusieurs années et ne pas être tenté de toucher à ce qu'il y a à côté? En fait, si tu veux, ça, pour moi, c'est une responsabilité à avoir. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, rien que sur Internet, aujourd'hui, tu as le choix soit de décider ton contenu, soit qu'on décide à ta place. Tu vois, typiquement, les formats TikTok, Short, etc., ça, c'est YouTube qui décide à ta place ou TikTok qui décide à ta place, tu vois. Genre, t'es là, tu sais pas quoi regarder, t'as la flemme de trouver une idée de vidéo YouTube à regarder, donc tu vas sur TikTok. Okay. Donc ça, déjà, c'est le pire d'un point de vue focus parce que forcément, c'est quelqu'un d'autre qui va te mettre des sujets, etc. Ouais. Maintenant, parce qu'on parle d'Internet, sur YouTube, pour moi, il faut aller sur YouTube pour suivre les personnes dont on parlait tout à l'heure, tu vois, la personne qui va te guider, mais sur YouTube, tu peux dire à YouTube plus ou moins ce que tu veux voir, qui tu ne veux pas voir, etc. Tout le monde est responsable de ça, mais très peu le sait. Enfin, tu vois, tu peux aller sur YouTube, sélectionner une chaîne et dire je ne veux pas voir cette chaîne. Tu peux mettre je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé par ça. Et donc en fait, chacun est responsable de se dire ok, YouTube m'a proposé ça, je reste focus, donc ça, non. Tu vois. Et tu fais ça régulièrement. Tout simplement. Après, il y a aussi l'onglet abonnement dans YouTube qui est très peu mis en avant. Mais si tu vas dans abonnement, tu n'auras que des vidéos de tes abonnements. Donc tu n'auras pas de suggestions autres d'autres vidéos. Donc ça, c'est un exemple déjà pour rester focus. Après, il y en a plein d'autres, mais je pense qu'il faut vraiment se rapprocher d'une personne et ne pas être dans 10 000 mailing lists, ne pas suivre 10 000 youtubeurs. Ne pas suivre pareil sur Insta, tu vois, sur Insta, tu regardes la plupart des Insta des gens, ils suivent 400 personnes, tu vois. Comment tu veux rester focus si tu suis 400 personnes? Mais moi, je suis abonné à plein de trucs, tu vois. Voilà, mais ça peut te défocus. Je suis en défocus permanent. Si je c'est déjà. Non, c'est bon, je regarde pas. Ouais, mais tu vois, j'éteins mon téléphone, vas-y. Ouais, mais voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu te rends la tâche compliquée. Tu vois, si tu veux être focus, mais qu'en même temps tu suis 400 personnes, tu te complexifies volontairement la tâche, tu vois. Alors que, tu vois, de temps en temps, on peut aller dans nos mails, filtrer tous les mecs qui nous intéressent pas, se désabonner. On peut aller sur Insta et tout virer et en garder une dizaine max. On peut aller sur YouTube et pareil, tout virer, mettre de quoi on n'est pas désintéressé. On peut prendre une après-midi pour faire ça, tu vois. Par exemple, pour repartir sur un truc pour nettoyer. Et voilà, nettoyer. Faut le faire de temps en temps. Honnêtement, il faut le faire de temps en temps sur Internet parce que tu peux être ultra défocus à cause de ça. Déjà éviter les formats verticales où vraiment tu vois là on décide à ta place. Donc là c'est un peu c'est moyen. Et puis voilà quoi, rester focus sur ça. Et oui, c'est dur en vrai, mais je pense que tu vois, il faut pas non plus mentir aux gens en disant que tout le monde a ce qu'il faut pour réussir. Enfin, ou pour entreprendre de manière générale. La réussite, ça a plein de définitions, mais pour entreprendre en particulier, je pense que tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'a peut-être pas à l'instant T où il veut entreprendre ce qu'il faut. Ça peut prendre des années, tu vois, il y a peut-être des gens qui vont entreprendre à 40 ans, d'autres à 50 ans, machin. À un moment donné, il faudra avoir le truc qui te permet d'entreprendre, et la vision long terme, pour moi, c'est essentiel. Tu ne peux pas entreprendre si tu n'as pas de vision long terme. Tu vois, aucune personne ouvre un restaurant en se disant qu'il va le fermer dans 3 mois, tu vois. Ah ouais, le sujet de l'interview, restaurant 3 ans. Voilà. Faites du business long terme, hein. Business en ligne, c'est comme business restaurant, tu l'ouvres dans ta tête, tu mets 3 ans devant toi. Minimum. Moi j'aurais dit même 5 ans, mais je me suis dit je vais être gentil. On va pas choquer les gens. Non mais ça va, et puis en soi, ce qui va se passer en réalité, c'est que, parce que en fait ce qu'on se rend pas compte, c'est que on dit 5 ans pour pouvoir en fait dans la réalité ça va être beaucoup plus rapide, parce que pendant ces 5 ans tu vas te remettre en question, etc. Mais vu que c'est pas trop loin, donc tu faut quand même se bouger, c'est pas juste demain, donc du coup t'es pas démotivé en te disant bah c'est impossible, tu vois. C'est 5 ans, ça se fait,
Mais je veux dire, en vrai, c'est un truc qui est accepté dans plein de domaines. Tu vois, tu veux devenir médecin, tu fais 7 ans d'études, tu vois. Tu veux devenir avocat, tu fais, je sais pas, 5 ans. Et en fait, dans la tête des gens, c'est entrepreneur, c'est de la bourse, c'est du poker, c'est j'en sais rien, c'est tu mises et tu gagnes, tu vois. Ok. Mais c'est pas ça. C'est comme c'est comme tout en fait. C'est du temps. Et tout comme un salarié qui, s'il veut être bien payé, bah, il faudra peut-être travailler 20 ans, tu vois, pour être bien payé. Donc pour moi, en vrai, c'est même. Ok. Et du coup, pour la personne qui est déjà lancée, mais n'a pas encore les résultats qu'il veut. Et ben. Toujours business en ligne. Donc il a déjà des résultats ou il est déjà lancé? Voilà, il fait des petits résultats, mais c'est pas ça, quoi, tu vois. Peut-être c'est un problème de défocus. Bah, peut-être il y a un problème de défocus. Après, ça, c'est vraiment du cas par cas. Ouais. Parce que si la personne a des résultats et qu'elle veut aller plus loin, faudrait voir si la stratégie est bonne, faudrait voir ce qui marche. Et bien souvent, c'est faire plus de ce qui marche déjà. Et bien souvent, c'est enlever des choses. Oui, c'est ça que j'allais dire. Souvent, c'est même pas de rajouter, c'est d'enlever parce que tu fais trop de choses à côté. Ok. Bah, merci. Bah, merci à toi pour les questions. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit message à passer? Non, en vrai, non. Enfin, je sais pas, si tu me donnes des directives, je veux bien. Mais... Non, là, c'est un petit mot de la fin. Lancer un message, voilà, comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu t'es levé le matin, tu as pensé à un peu, je vais parler de ça. Non, je veux dire, abonnez-vous à ta chaîne. Ah, ok. On est sur ta chaîne. Oui, on est sur ta chaîne. Oui, on est Abonnez-vous. sur la chaîne. Ok, bah. C'est un bon message, de toute façon, s'ils te suivent, ils vont continuer d'avoir des infos. Yes. Bah, du coup, question, comme d'habitude, hein, si tu réponds à cette question-là, tu auras un coaching gratuit. Réponds bien. Le premier, il aura. Donc, dans l'histoire de Rémi, quel produit ils ont commencé à vendre avec sa famille? Tu mets le nom de ce produit-là, hein, en bas. Le premier, cadeau. Tiens, même le deuxième. Allez, aujourd'hui, on est généreux. Même le deuxième. Faut envoyer un SMS au 3615. C'est ça. Ouais, c'est comme la. Ouais, c'est pas mal de mettre ça en place. Donc voilà. Mais cette première réponse, les deux premiers, en dessous de la vidéo, et c'est parti. En tout cas, merci. Merci à toi. Ça fait plaisir d'être là. En plus, premier live. Je me croirais dans Hollywood. Il y en a partout. Là, vous voyez pas parce qu'il y a des assistantes derrière qui font un travail de malade. En tout cas, ça a été un plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao.